Bon. Alors, rebonjour, chers collègues de BioInfo. Je vais continuer à parler d'algorithmes de séquençage. Soit dit en passant, si la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous devez connaître pour l'examen. Sachez que toute cette partie plus clonage dans des bactéries, extraction de séquences dans du matériel électrique avec du gel, c'est pas à connaître pour l'examen. Moi, je me concentre sur les algos dans le cadre de ce cours. Donc, concentrez-vous plutôt sur la partie algo, réduction à des graphes et ces principes-là. Okay? C'est surtout de ça que je veux parler dans cette vidéo. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les algos. Si jamais aussi vous vous demandez c'est quoi tous ces trucs de palmiers et d'arbres que j'ai derrière moi, c'est juste la décoration de la chambre que j'ai eue pour cette conférence. J'ai d'ailleurs une balançoire qui est accrochée au mur, donc on peut vraiment pas se balancer. Mais c'est là si j'en ai besoin. Bon, d'accord. Donc, la chose que j'ai pas dite dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a deux types de séquençage auxquels on s'intéresse en bioinfo. Donc, un qu'on appelle le séquençage de novo. Donc, de nouveau. Okay. Et ça, c'est dans un contexte où on n'a aucune information sur le génome ou ce qu'on est en train de séquencer. Vraiment, tout ce qu'on a, c'est les reads et on essaie d'assembler ça. Ça, c'est en contraste avec le séquençage avec génome de référence. Message. Avec référence. OK. Où est-ce que ici, on suppose qu'on a déjà fait tout ce travail ardu d'assemblage et qu'on a déjà séquencé un individu de l'espèce qu'on étudie et que le génome est connu. On est en train de séquencer un autre individu et on voudrait le comparer avec notre référence sur laquelle on a déjà fait le travail. Donc, le nerf de la guerre quand on fait du séquençage avec référence, c'est qu'on a déjà le génome référence représenté par la ligne ici. Et puis, ce qu'on obtient, c'est des reads, plein de reads, des milliards de reads d'un autre individu. Et en fait, ce qu'on veut savoir, c'est chaque read, où est-ce qu'il se trouve sur le génome de référence. Donc, on a une sorte ils appellent ça du mapping à faire. Donc, chaque read, on veut le mapper sur le génome de référence. OK? De la façon suivante. OK, donc, vraiment, la grosse problématique avec le séquençage avec référence, c'est le mapping de reads. Ou en bon français, l'association de lecture sur le génome de référence. Okay. Mais j'utilise la terminologie de la littérature ici. Tandis que dans le séquençage de novo, le nerf de la guerre, c'est vraiment plutôt de travailler avec ces graphes qui nous servent à assembler les séquences. Donc ici, le défi, c'est vraiment l'assemblage. En fait, la plupart des projets de séquençage sont avec référence. C'est moins difficile. Et puis souvent, on veut faire des études comparatives, c'est-à-dire on a séquencé un nouvel individu, on voudrait voir comment il se compare à la normale, c'est quoi les mutations qu'il a pu subir. On peut se servir de ça dans le cancer, par exemple. On a l'humain de référence, et puis là, qui est en santé, on suppose. Et puis là, on séquence une cellule cancéreuse et on va essayer de mapper tous les segments de la cellule cancéreuse au génome normal pour savoir où sont apparues les mutations. Ou si vous avez une nouvelle espèce, même de novo, des fois vous pouvez utiliser une référence d'une espèce qui ressemble, qui est proche, pour savoir c'est quoi les différences majeures. Okay? Donc deux défis différents, deux problématiques différentes. Là, je vais me concentrer sur d'autres modélisations pour faire du séquençage de novo. Donc, j'en ai parlé d'une hier avec ce problème de la plus courte superséquence. Mais il y a d'autres façons de faire. En fait, cette super séquence n'est plus réellement utilisée. Ça ne donnait pas lieu à des super séquences, à des génomes de qualité. Alors, on a essayé d'imaginer autre chose. Donc, quelque chose qui est populaire dans la modélisation de novo, c'est de faire de la décomposition en commères. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va décomposer chaque read en ce qu'on appelle des commères. Donc, commère, c'est quoi? C'est juste un joli mot pour désigner une chaîne de longueur K. Okay, rien de plus, rien de moins. Quand je dis commère, c'est une chaîne de longueur K. Ça se dit plus rapidement.
Okay, donc, ce qu'on va faire dans cette décomposition, c'est que si vous avez un read de longueur n, il va se décomposer en n moins k plus 1 commère. Je doute sur le plus 1, mais on va le voir sur l'exemple. Si j'ai un read qui est ACCGT par exemple, et que je décide que k est égal à 3, donc k c'est toujours donné, il faut le décider. La décomposition va nous donner ACC, CCG, CGT. Donc 5 moins 3 plus 1. Ok, donc c'est toutes les sous-chaînes de longueur k de votre read. C'est ce qu'on appelle la décomposition en commère. Et là, ce que vous pouvez faire, okay, si vous êtes assez chanceux, en supposant que chaque commère est présent dans la décomposition, vous pouvez travailler avec une autre sorte de graphe. Donc, on peut construire un graphe G qui va ressembler à celui qu'on avait dans l'autre vidéo. Mais ici, les sommets, ça va être tous les commères que vous avez dans votre décomposition. Et les arêtes, ça va être tous les XY, donc les commères, X commères, Y commères, tel que X est égal à un certain caractère suivi d'une certaine chaîne exprime, et que Y, c'est exprime suivi d'autre chose. Donc, ce que je vais indiquer par là, attendez, avec A et B, qui sont des caractères quelconques de notre alphabet. Donc, ce que je vais indiquer par là, c'est que le suffixe de taille k-1 de x est aussi le préfixe de taille k-1 de y. Okay, donc, y donne suite à x. On peut le dire comme ça. Si je vous donne un exemple, okay, disons que je reprends les mêmes commères que SEO. Okay, donc, si je me sers de ça comme exemple, le graphe que ça donnerait, j'ai 3 commères, ACC, CCG et puis CGT. Eh bien, le graphe viendrait placer une arête ici et ici, avec K égale 3. Là. OK, parce que ça finit par CC, ça commence par CC, ça finit par CG, ça commence par CG. OK. Donc, voilà. Et là, si je vous fais un plus gros exemple, peut-être je peux faire un zoom out. Je vais faire un autre exemple où est-ce que la liste des commères, c'est la suivante. On va dire que j'ai A, C, G avec C, G, C et puis G, C, A, C, A, C, A, C, G, CGT, GTT. Donc, ça se peut que les commères soient répétées. Là. Ici, on a ACG qui est présent 2 fois. Le graphe que vous allez obtenir, ça va être ACG qui aura une arête. L'exemple, je vous l'ai donné pour que ce soit facile à dessiner. J'aurai GCA qui s'en va vers CAC, qui s'en va vers ACG, qui s'en va vers CGT et qui s'en va vers GTT. J'ai pas toutes les arêtes, par contre, il y a ce CAC. AC peut être complété avec ACG. Est-ce qu'il y en a d'autres? ACG qui s'en va vers CGC. Et puis, j'ai ACG qui peut aller vers ce CGT. Okay. Je crois que c'est tout. Bon, j'ai remarqué que vous êtes assez fort pour trouver les erreurs dans mes exemples. Mais là, vous n'êtes pas là pour me les dire. Donc, s'il y a une erreur, vous me le direz en personne. Mais je crois que ça va. Ok. Mais là, la question, c'est à quoi ça sert? À quoi ce graphe sert? Est-ce qu'il peut vraiment m'aider à reconstruire une super séquence? Et la réponse, c'est oui. Okay. En fait, ça va ressembler à ce qu'il y avait dans l'autre vidéo. Ce qu'on veut avec ce graphe, c'est trouver un chemin qui contient chaque sommet exactement une fois. Okay. Quand j'écris égal, ça veut dire exactement une fois.
En fait, c'est le même problème que dans l'autre vidéo, c'est juste que il n'y a pas de poids sur les arêtes. Puis l'interprétation est différente aussi. Ok, maintenant, j'ai vraiment des commères et suivre un chemin, ça va me dire de prendre des arêtes et suivre une arête, ça veut dire que j'ai deux commères dont l'intersection, dont le overlap, le chevauchement, est de taille exactement K-1. Ok, si je trouve un tel chemin, je prétends que j'ai une super séquence. Il y a un tel chemin, il est assez évident à voir de la façon que j'ai construit mon graphe. On va prendre le vert là, pour identifier ce chemin. Donc le voici. Donc ça, c'est un chemin qui contient chaque sommet exactement une fois. Et puis, emprunter une arête, ça veut dire juste ajouter un caractère. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur les overlaps. Ça devrait nous simplifier la vie. On l'espère. Mais ce chemin que j'ai dessiné en vert, là, ce qui me permet de reconstruire comme séquence, c'est de démarrer avec ACG. Et là, emprunter cette arête, ça me dit d'ajouter C. Okay, parce que c'est le caractère additionnel quand on enlève le chevauchement. Ça me dit d'ajouter A. Ensuite, C, G, T, T. Donc, voici une super séquence qui contient chacun des commères que j'avais. Quand on réussit à faire ça, on est content. Okay. Donc, en fait, ils apparaissent déjà dans l'ordre. Donc, voilà. Par contre, on pourrait s'arrêter là, mais ce problème, il est NP difficile. Attendez juste un instant, je paranoïe et je me demande si ça enregistre. Oui, quand on voit ça, c'est que ça enregistre. C'est que j'ai passé 1 heure à enregistrer ça tantôt et pour remarquer que la capture d'écran n'était pas activée. Donc, c'est ma deuxième interprétation en ce moment. Ok. Donc voilà, je suis en train de dire que ça, c'est NP difficile. C'est encore le problème du commis voyageur. Même s'il n'y a pas de poids sur les arêtes, c'est quand même difficile de décider si, sur un graphe donné, il existe un chemin qui contient chaque sommet exactement une fois. Ok, juste de savoir si ça existe, c'est NP difficile, malheureusement. Donc, on a trouvé une solution pour contourner cette problématique. Ça passe par ce qu'on appelle des graphes de Bruyne. Où j'ai vu toutes sortes de prononciations de ça. Des graphes de Bruggen, des graphes de Bruggen. Bon, je crois que la bonne prononciation, c'est de prendre le J muet et dire graphe de Bruyne. De Bruyne. Ok. Donc, De Bruyne, c'était un mathématicien qui était actif il y a plus d'1 siècle. Il ne s'intéressait pas au séquençage ni à la biologie du tout. Tout ce qu'il voulait faire, c'était résoudre un problème mathématique, à savoir, est-ce qu'il existe des séquences qui contiennent chaque commère exactement une fois pour un cas donné. Et il s'est servi de graphes de Bruyne, de Bruyne. C'est pas lui-même qui les a nommés comme ça, là, mais il utilisait des graphes pour résoudre ce problème. Et puis, c'est quoi l'idée? Ben, c'est ça. On a encore un graphe. Bon. D'abord, disons qu'on va encore faire notre décomposition en commères. Et on va encore construire un graphe basé sur ces commères. De façon un peu différente, maintenant les sommets, ça va être tous les K-1 mères. Donc, chaque commère se divise en deux K-1 mères. Si vous avez une séquence de longueur 3, vous avez deux sous-séquences de longueur. Si vous avez une séquence de longueur 3, vous avez deux sous-séquences de longueur 2. OK. C'est vrai pour tout cas. Là. Si vous avez une séquence de longueur K, vous avez deux sous-séquences de longueur K-1. Donc, vous prenez chaque commère et chaque deux sous-séquences de longueur K-1. Ça va former vos sommets et les arêtes. Ça va être toutes les paires de K-1 mères telles que il existe. Ça veut dire il existe. Si vous n'avez pas vu ça déjà. Tel que il existe un commère dans votre entrée. Z tel que Z est égal à on va dire A suivi d'un certain X et Z est égal à Y suivi d'un certain B. Donc, ok, ça c'est pas un certain X, c'est le X, avec A et B des caractères quelconques de l'alphabet. En mots, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est juste que
si j'ai un commère qui m'a donné les deux commères K-1 mère X et Y, alors j'ajoute une arête entre X et Y. Ok, voilà. Ok. Donc, on va faire un exemple avec ça. Disons que je vous donne les commères suivants. Non, reviens. Ok, j'aurais CGT avec ACG, CTA, ACT, TAC. Là, ma question, c'est est-ce que vous êtes capable de reconstruire une super séquence qui contient chacun de ces commères exactement une fois? Là, le graphe de De Bruijn, ce qu'il ferait, il mettrait un sommet pour chaque deux mères qui apparaissent là-dedans. Donc, juste pour nous mélanger, je vais commencer par TAC, parce que je connais la solution. Je vais dire que je mets AC comme ça, et puis TA, je vais avoir une arête vers... Ah non, c'est pas par lui que je commençais, par lui. Excusez-moi. Donc AC qui aura une arête vers CT. N'est-ce pas? Et puis ce CT aura une arête vers TA. Ce TA aura une arête vers AC. AC, je l'ai déjà. Donc, j'ai oublié de mentionner que dans les sommets, là, on ne met pas de répétition. Que dans le problème précédent, on pouvait décider de répéter un certain commère ou ne pas le répéter. Sans répétition. Okay, mais là, ici, si j'ai un K-1 mère qui est répété, c'est un seul sommet. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore? AC, je l'ai, mais j'ai pas CG. Donc, j'ajoute une arête de AC vers CG. Et... Ah oui. Lui, je l'avais... il m'en manque un. Le voici. CG qui s'en va vers GT. Ok, donc, on va encore essayer de chercher des chemins là-dedans, mais l'interprétation est différente parce que maintenant, utiliser un sommet, ça veut rien dire. Mais utiliser une arête, ça veut dire utiliser un commère. Okay? Et notre but, c'est toujours d'utiliser tous les commères. Donc ici, notre but, c'est trouver un chemin. On appelle ça un chemin eulérien. Ok, donc c'est quoi un chemin eulérien? Donc c'est un chemin qui peut passer par le même sommet plusieurs fois. Non. Il y a un chemin qui passe par chaque arête. Exactement une fois. Ok. Je le répète là, puisque emprunter une arête, ça veut dire utiliser un commère. Et on veut utiliser tous les commères, alors ça veut dire qu'on veut utiliser toutes les arêtes. Mais ça ressemble beaucoup à l'autre formulation du problème, mais la grosse différence, c'est que il existe un algo polynomial pour faire ça. Okay. Donc, emprunter toutes les arêtes, c'est plus facile qu'emprunter tous les... c'est plus facile qu'emprunter tous les sommets. Ok, ça a été découvert par Euler, grand mathématicien de l'époque, qui s'intéressait, bon, je ne ferai pas la grande introduction de théorie des graphes, là, mais ce problème, ça a été pratiquement le premier problème des graphes qui a été étudié. Et Euler, il se demandait, est-ce qu'on est capable de visiter les 7 ponts de Königsberg en Russie, si je me rappelle bien? Est-ce qu'on est capable de visiter 7 ponts sans avoir à repasser 2 fois par le même pont? Ici, les ponts, c'est des arêtes. Et voilà. Donc, je vous enverrai des liens si ça vous intéresse, les origines. Mais d'habitude, c'est discuté dans des cours d'algorithmique, ce genre de choses. Donc, il y a un algo polynomial pour ça. En fait, on a un théorème issu de Euler qui nous dit que il existe un chemin eulérien si et seulement si, donc c'est vraiment une condition nécessaire et suffisante. En fait, il y en a 3 conditions. Il n'y a pas plus qu'un sommet tel que, je l'écris comme ça, là, le nombre de
voisins entrants est égal au nombre de voisins sortants moins 1. OK, donc quand j'écris nombre de in, là, ça veut dire le nombre de voisins entrants, okay, qui ont une flèche vers le sommet. Et nombre de out, ça veut dire nombre de voisins sortants. Une autre condition, c'est qu'il n'y a pas plus qu'un sommet. Il peut y en avoir 0, mais juste pas plus que 1. Tel que la différence entre les in et les out n'est pas plus que 1. Donc c'est ce que ces deux conditions veulent dire. Et puis, vous avez ces deux sommets spéciaux qui sont possibles. Et pour tous les autres sommets, vous avez l'égalité. Okay, l'intuition de ces conditions, c'est que si effectivement il y a un chemin eulérien, chaque sommet, vous devez être capable d'entrer et de sortir. Non, vous êtes capable de sortir autant de fois que vous êtes entré. S'il y a un chemin eulérien, chaque fois que vous entrez, vous devez être capable de sortir, sauf peut-être pour le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, vous pouvez sortir une fois de plus que vous entrez, et le point d'arrivée, vous pouvez entrer une fois de plus que vous sortez. Okay, donc c'est l'intuition derrière ces conditions. Et si vous avez ces conditions, vous savez que vous avez un graphe qui contient un chemin eulérien. Et c'est ce qui mène à un algo polynomial. Donc je ne vous ferai pas la preuve de ça. Ce que je voudrais faire, c'est donner le pseudocode pour trouver un chemin eulérien dans un graphe. Donc, allons-y. Essayons de faire ça. C'est pas du long code, mais c'est pas trivial de se convaincre qu'il fonctionne. Donc, je vous le donne et on verra. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par se donner un sommet de départ. Notre point de départ, il va être arbitraire au début. Okay? Si vous regardez ce graphe, peut-être que vous aurez déjà vu qu'il faut partir par AC, sinon on se plante. Okay? Mais dans l'algo, en fait, il y a deux cas qui peuvent se présenter. C'est le sommet. Le point de départ, ça va être soit le sommet débalancé, donc sommet avec nombre de in égale nombre de voisins sortants moins 1, ou arbitraire s'il n'y en a pas. Okay, donc s'il n'y a pas de tel sommet. Ok, donc V c'est notre point de départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir une liste des sommets qu'on a empruntés dans notre chemin jusqu'à maintenant. Et on va l'initialiser avec juste V. Et puis C, ça va être le chemin à retourner. Qu'on va construire de façon itérative. Et là, on va boucler. On va visiter des arêtes jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc, tant que j'ai pas fini. Donc, sur l'exemple, le V de départ qu'on choisirait, ce serait lui. Parce que son nombre de in est égal au nombre de out moins 1. Là, vous savez peut-être qu'il y a un chemin eulérien là-dedans. Et il doit aller vers CT, TA, revenir, aller à CG et à GT ensuite. Mais ça, l'algo, il ne sait pas tout de suite là, où est-ce qu'il doit aller immédiatement. Alors, il va juste choisir arbitrairement. Ok, donc, bon, juste un cas terminal. Si la liste est vide, je vais dire que j'ai fini. Ok. Sinon, si V est adjacent ou est incident à une arête sortante, mais qui n'a pas été visitée jusqu'à maintenant, non visitée, alors je vais juste emprunter une de ces arêtes-là choisie arbitrairement. Donc je vais dire que VW égale une arête sortante non visitée. Et puis je vais tout simplement ajouter W à ma liste du chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. Donc elle, c'est pas ma liste finale,
mais vraiment le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. Et je vais reprendre cette boucle, mais avec W qui est mon nouveau V. Ok, je crois que c'est tout. Mais sinon, si jamais V est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire que je ne peux plus sortir de V en empruntant une arête non visitée, ce que je vais devoir faire, eh bien, c'est revenir vers l'arrière. Donc, mais en faisant ça, je vais dire, OK, j'ai atteint un cul-de-sac, alors je suppose que je suis le dernier sommet qui sera visité. Okay, quand on a atteint un cul-de-sac, c'est qu'on est à la fin. Donc, on va se dire que tout ce qui était dans L avant moi devrait être visité avant moi. Ça, c'est la meilleure intuition que je peux donner. Mais ce qu'il faut faire quand on a atteint un cul-de-sac, c'est dire que, OK, on est rendu à un point où est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à notre chemin. Et on ne va pas l'ajouter à la fin. Si on a d'autres sommets prioritaires de fin avant nous, on va les laisser là, mais on va dire que si on est dans un cul-de-sac, on est le prochain prioritaire en commençant de la fin. Donc, quand on est dans cette situation, on va dire que le V qu'on vient de visiter, on vient de l'ajouter à la liste. Donc, quand j'écris pop last, ça veut dire enlever le dernier élément. Et on va revenir vers l'arrière et dire que le prochain V qui va nous servir à visiter, c'est l'ancien élément. OK? Et tout ça, ça nous donne un chemin eulérien s'il en existe un. Donc, j'essaierai pas de vous convaincre avec une preuve formelle. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais si on exécute ça sur l'exemple ici, là, ça va commencer avec V. Donc, on va faire une trace. C'est rare que je fais des traces dans le cadre de ce cours. On est à la maîtrise, hein, pour la plupart, en tout cas. Donc, on fait plus beaucoup de traces. Mais là, bon, ça va. Je vais prendre le temps de le faire. Donc, ce que j'ai, c'est L. Okay, je vais maintenir l'état de L selon cet algo. Donc, au début, ça va être V. Je vais maintenir l'état de C qui, au début, est une liste vide. Et là, je vais même supposer que... je vais supposer qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas pris le bon chemin tout de suite. Donc, on va mettre tout ça en rouge. Donc, en rouge, je vais supposer que bon, avec V, on est entré dans la boucle et on s'est retrouvé... qu'est-ce que j'ai ici là? On s'est retrouvé dans ce cas-là. Okay, V a une arête sortante non visitée. J'en choisis une arbitrairement et je vais supposer que je suis allé vers CG. Ce qui va se passer ici, c'est tout simplement que... Donc V, c'était AC, en fait. Qu'on est allé de AC vers CG. Donc ça, c'est l'état de notre L et c'est tout. Maintenant, le CG est notre prochain V. Donc c'est plus lui, hein, c'est lui. Et on reprend. Donc, à partir de CG, on entre encore dans ce cas-là. Et on va faire un append de GT à notre liste. Et à partir de GT, maintenant, on est dans un cul-de-sac. On a fini. Alors, on entre dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on va prépender GT à notre chemin. On va enlever GT. Et ça va devenir notre nouveau V. OK. Et on continue. À partir de CG, j'ai atteint un cul-de-sac parce que j'ai déjà visité cette arête. CG n'a plus de voisins sortants non visités, d'arête sortante non visitée, donc on entre encore dans ce cas-là. Et notre C deviendra la chose suivante. CG va être enlevé, le AC va devenir notre nouveau V. Et là, on va emprunter ça et ça. OK, donc CT sera ajouté, TA sera ajouté. À partir de TA, il y a un voisin sortant. En fait, il y a AC qui va être ajouté encore une fois. Mais à partir de AC, à ce point-ci, il n'y a plus d'arête sortante non visitée. Donc, il va devoir s'ajouter lui-même et s'enlever de L. Donc, on va ajouter AC, CG, GT. AC, CG et GT. Et en fait, alors ça devient mon nouveau V, mais il n'y a plus de voisin sortant non visité, donc il va devoir s'ajouter en début de liste. Alors là, bon, je vais découler ça un peu plus rapidement. Ce qui va se passer, c'est que, bon, j'avais cette situation avec AC. Là, il y a TA qui n'a plus de voisin sortant, va se prepender ici. Il y a CT qui n'a plus de voisin sortant, il va se prepender ici. Et puis, il y a AC qui n'a plus de voisin sortant, il va se prepender. Et voici notre chemin.
Normalement, ça devrait nous donner le même chemin eulérien. Ça devrait nous donner un chemin eulérien. Donc, voici la première. Je vais effacer les arêtes rouges. Et le chemin qui nous est donné par cet algo, dans ce cas-ci, va nous dire de démarrer à AC, d'aller vers CT, d'aller vers TA, d'aller vers AC, d'aller vers CG, d'aller vers GT. Wow, ça fonctionne! Donc, voilà, ça visite toutes les arêtes quand c'est possible. Donc, la séquence que ça reconstruirait, eh bien, ce serait A, C, T, A, C, G, T. Okay? Donc, voilà, tout ça, ça peut s'implémenter en temps linéaire avec les structures de données appropriées. Je ne vais pas dans les détails, je vous laisse regarder ça. Mais oui, sachez que ça se fait. Donc, on est capable en temps linéaire. C'est important d'avoir du temps linéaire dans le contexte de séquençage parce que on gère des milliards de reads, donc des milliards de kémères, de camères, excusez l'anglicisme. Donc voilà. Donc c'est à peu près ce que je voulais raconter sur le séquençage de novo. J'ai pas entièrement fini parce que je veux juste discuter de ce qui se fait dans la recherche actuellement parce que là, dans les algos que j'ai présentés, j'ai fait beaucoup de simplification et de suppositions. Donc, je vais un peu parler des suppositions que j'ai faites ici. J'ai supposé que chaque camère est présent. Si vous avez ça, ça va. Ça devrait fonctionner. Mais bon, dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Vous n'avez pas chaque camère qui est présent dans votre entrée. Ok, donc vous pourriez avoir une couverture plus petite que K. Donc je l'écris ici là. Ce que je veux dire par une couverture, coverage en anglais, c'est le nombre de reads par nucléotide. Okay. Bon, il y a plusieurs définitions, là, elles tournent autour de ça. Ça, c'en est une. Le nombre de reads par nucléotide en moyenne. Donc, si vous avez K camères différents qui couvrent un nucléotide, alors tous les camères autour de ce nucléotide devraient être dans votre entrée. Par contre, il est tout à fait possible qu'il y ait un camère autour d'un nucléotide qui ne soit pas représenté. Si vous avez une couverture plus petite que K, par exemple. Donc, ça veut dire que vous allez manquer des camères. Et si vous utilisez les algos directement comme je les ai présentés, ce qui va se passer, c'est que votre construction ne va pas donner de chemin eulérien. Donc, si je vous donne un exemple de AA, non, mauvais exemple, attendez. Disons, on va dire AACT, GGATA. Okay, si je suppose que j'ai tous les camères, sauf peut-être CTGG, j'aurai lui. On va dire que j'ai ces camères. Et que donc K est égal à 4. La reconstruction de votre graphe de Brogin, va vous donner la chose suivante. Donc, vous allez avoir AAC qui mène à ACT, qui mène à CTG. Et vous allez avoir GGA qui mène à GAT, qui mène à ATA. Et ça, c'est le graphe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de reconstruire un chemin eulérien avec ça. Il vous manque le lien qui devrait exister entre CTG et GGA. Si vous aviez un read ou deux de plus, ce serait possible, mais là, vous ne les avez pas. Donc, cette technique échoue. Okay. Donc, typiquement, ce qui se passe quand vous avez cette situation, ben, ça arrive. Le mieux que vous pouvez faire, c'est reconstruire des segments. Ok, donc vous pouvez quand même obtenir quelque chose de plus long que des reads, donc vous allez joindre des reads ensemble avec ces techniques de chemin eulérien. Et ces reads que vous avez joints, c'est ce qu'on appelle des contigs.
dans la littérature, si vous voyez contigue, c'est ce qui a été c'est le résultat de notre échec de reconstruire une séquence entière. Au lieu de reconstruire une séquence entière, eh bien, on a des segments, comme ici, on aurait les contigues A, A, C, T, G et G, G, A, T, A. Donc ça serait deux contigues. Et là, la problématique, ça devient comment est-ce qu'on peut assembler des contigues pour former une super séquence. Là, ça devient plus compliqué. Je ne m'embarque pas là-dedans, mais c'est une autre problématique du séquençage qui est pas mal étudiée dans la recherche, dans la littérature. Donc là, ici, je suis dans les suppositions. Une autre supposition que j'ai faite, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Mais bien sûr, dans la réalité, il y a des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, il y a des erreurs, il faut savoir comment les gérer. Là non plus, je ne m'embarque pas dans des détails. Mais pour gérer les erreurs, on peut permettre des arrêts en 2K-1 mère si il y a un K-mère qu'en changeant un nucléotide, ça viendrait ajouter une arête entre ces 2K-1 mère, par exemple. Mais oui, ça c'est toute une problématique. Sinon, une autre supposition que j'ai faite, c'est qu'il y avait une solution unique. Mais en réalité, il y a des segments fortement répétés. Et ça, c'est sans doute une des problématiques les plus difficiles à gérer en bioinfo. Les segments fortement répétés, les repeats là, en anglais. Parce que, bon, par exemple, chez l'humain, il y a cette séquence qu'on appelle la séquence ALU. Okay. C'est une petite séquence qui est répétée au moins 1 million de fois. Donc le gros M, c'est pour millions. Donc c'est une séquence qui est hyper répétée et ça introduit de la confusion quand on essaie de reconstruire une séquence assemblée. Juste pour donner une idée de pourquoi est-ce qu'on déteste ces segments fortement répétés, c'est parce qu'ils mènent à plein de solutions possibles. Donc si je vous donne un exemple de GG, A, c'est plein de A, voici des A répétés, A. C'est un exemple extrême, là, mais ça donne l'idée. Si vous reconstruisez l'arbre de Bruin avec ça, disons avec K égale 3, vous obtiendrez la chose suivante. Donc GG avec AA qui va vers CC. Bon, en tout cas, et autre chose, là, il devrait y avoir AC quelque part là-dedans, SCA. Mais vraiment le cœur de la problématique. Ok, faisons-le comme il faut. Vous allez avoir AA qui mène à AC, qui mène à ça, qui mène à ça, qui mène à ça. Mais surtout, vous allez avoir plein de flèches de AA vers AA. Peut-être que je me suis trompé ici, à vérifier. Mais vraiment, ce sur quoi je mets l'emphase, c'est ça ici, parce que, oui, il y aura un chemin eulérien dans ce graphe, mais comment savoir combien de AAAA sépare GG et CC? Combien de suites de AA il y a avant et après? On serait bien intéressé à savoir ça pour reconstruire des génomes, mais on ne sait pas comment faire. C'est ça, c'est notre seule information. C'est tout ce qu'on peut faire. Okay. Et bon, je terminerai cette section de séquençage de novo en parlant juste du concept, une piste de solution pour régler ça. Je dirais même pas comment on règle ça, mais c'est pour votre culture personnelle, disons. Il y a cette idée de lecture pairée. J'essaierai peut-être de produire un exercice ou une question d'examen qui utilise ça, juste pour qu'on ait travaillé avec. Ce concept de lecture pairée. Donc, si vous avez écouté cette section sur comment on séquence, ou si vous avez déjà vu ça, vous savez que dans le séquençage Sanger, on a un bout d'ADN circulaire. Et là, moi, j'ai parlé de comment on fait pour séquencer une partie dans ce sens, la partie noire, à partir de ce segment circulaire. Mais rien qui nous empêche aussi de séquencer la partie droite dans l'autre sens, en même temps, en parallèle ou après. Pardon. Et quand on fait ça, ben ça donne lieu à des reads spéciaux parce qu'on sait qu'ils sont liés
Ils étaient dans la même éprouvette. Ok, ça on appelle ça des paired end reads. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on connaît la longueur qui sépare nos fragments. Donc c'est comme si on avait des reads, mais pour certaines paires de reads, on savait exactement quelle longueur les sépare dans le génome. Ok, ça peut être utile. Ça peut nous donner de l'information sur la longueur des segments répétés, par exemple, si on a assez de paires qui sont formées. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais raconter sur le séquençage de Novo. Maintenant, je voudrais vous parler de séquençage, mais avec génome de référence. Donc, avec référence. Donc, bon, si on était en classe, je vous dirais, c'est un bon moment pour prendre une pause, si c'est pas déjà fait. Vous avez le contrôle, hein, vous arrêtez quand vous voulez. Mais la vidéo continue. Donc, comme je l'ai mentionné, la grosse problématique quand on fait du séquençage avec référence, c'est que vous avez un génome, vous avez plein de reads, et vous voulez savoir où vont ces reads sur ce génome de référence. Okay, comme ça. Ok. Donc, en fait, ça donne lieu à un problème qu'on devrait bien connaître à ce point-ci. En fait, le problème de mapping de reads, pardonnez-moi tous les anglicismes, mais en entrée, j'ai un read R1, et puis à la sortie, ce que je voudrais, c'est juste, ça c'est moi qui accroche quelque chose, je voudrais juste toutes les occurrences de R1 sur, disons si j'appelle ça R pour référence, là, sur R. Ça, on en a parlé de cette problématique. C'est juste de trouver les occurrences d'un mot dans un autre. Vous pouvez faire ça. Okay. Normalement, ce qu'on voudrait faire, je le mentionne au passage, là, on voudrait permettre des erreurs parce qu'il y a des mutations d'un individu à l'autre et notre but, c'est d'identifier des mutations. Je dirais que au niveau de la science, on est assez mauvais pour faire ça, pour prendre un read et trouver son meilleur emplacement sur le génome à quelques erreurs près. Quand on a 1 milliard de reads, on a du mal à le faire. C'est-à-dire, j'ai déjà parlé de méthodes là, qui pourraient nous permettre avec l'alignement, avec insertion, suppression, mutation, on pourrait trouver le meilleur emplacement d'un read avec l'alignement local, par exemple. Mais ça prend trop de temps. Okay. Donc, on pourrait utiliser des méthodes à la BLAST. Par expérience, pas personnelle, mais ce que les gens racontent par expérience, c'est que ça fonctionne pas assez bien. Ça trouve trop de mauvais emplacements pour des reads. Et c'est encore trop lent. Donc les reads, on voudrait bien les mapper hyper rapidement et savoir faire ça avec des erreurs, on n'est pas très bon là-dedans. Donc la supposition que je vais faire, c'est vraiment que je ne permets pas d'erreur et je veux vraiment toutes les occurrences de R1 sur R. À ce point-ci, vous devriez vous rappeler que on connaît déjà une façon de faire ça. Ok. On peut très bien juste construire l'arbre de suffixes. Et ça va nous prendre un temps si je le mets comme ça va nous prendre un temps grand de R pour reconstruire l'arbre de suffixes pour R et un temps R1 pour trouver les occurrences de R1. Ok, donc j'ai oublié de dire qu'il y a le nombre d'occurrences qui entrent en ligne de compte dans la complexité. En fait, ce serait la solution standard. Sinon, vous pouvez le faire avec des tableaux de suffixes. C'est d'ailleurs ce que... Bon, on pourrait le faire avec tableau de suffixes. Ok, ça, on est capable de le faire. La recherche, si vous vous rappelez, là, ça prend un temps. Il y a un facteur logarithmique qui vient s'ajouter. Et puis là, j'avoue que je ne me rappelle plus le log. Est-ce qu'il est ici ou ici? Mais puisqu'on fait une fouille binaire à travers R,
je m'excuse, je dois effacer. Parce que le log, il va ici. OK. Grandeur pour construire le tableau de suffixe. Plus taille de R1 fois le log de R. OK, pour retrouver toutes les occurrences. Donc ici, je me rappelle bien, à revérifier. Ça, cette méthodologie-là, celle que j'ai présentée en classe avec quelques modifications, c'est utilisé par un certain logiciel qui s'appelle Star, qui est hyper populaire pour faire du mapping de reads. Ça fonctionne assez bien. Mais ce qu'il y en a qui trouvaient, c'est que tout ça, ça prenait trop de mémoire. OK, ça va vite. Si vous avez plein de reads à faire, l'arbre de suffixe ou le tableau de suffixe, vous le construisez une fois, puis après vous exécutez le même algo encore et encore pour trouver toutes les occurrences de chaque read. Donc côté temps, ça va, mais on dit que ça prend trop de mémoire. Comme à ce qu'on raconte là, pour stocker l'humain, l'arbre de suffixe, les chiffres que j'ai vus, c'est 25 gigs de mémoire, et ça on est plutôt dans les 15 gigs de mémoire pour stocker les structures de données. Et bon, ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse s'exécuter sur un laptop. Donc, il y en a qui ont cherché des façons de faire de la recherche d'occurrences, mais avec encore moins de mémoire. Okay, donc, c'est la dernière chose que je veux présenter. Une autre solution alternative aux arbres de suffixe et aux tableaux de suffixe, c'est ce qu'on appelle la transformée de Burrows-Wheeler. Okay. Et là, je manque de batterie, donc je m'arrête un instant. OK. Donc, ça paraît pas pour vous, mais j'ai été interrompu. Donc, il faut que je reprenne où j'étais rendu. Donc oui, je parlais des problématiques de mémoire. Donc, il y en a qui trouvaient que même les tableaux de suffixe, ça prenait trop de mémoire. Ça prend quand même un espace n log n parce que ça reste un tableau d'entier. Si vous vous rappelez de ce que c'est un tableau de suffixe, c'est qu'à chaque position du tableau, on a une position de départ d'un des suffixes. Okay, donc, et pour stocker chaque position, il nous faut log n. Donc, dans la transformée de Burrows-Wheeler, okay, bon, dans la plupart des situations, ça va prendre moins de mémoire. OK, donc ça règle vraiment ces problématiques où est-ce qu'on a un énorme génome de références qui est trop gros en stocké en mémoire selon toutes nos structures de données. Donc, on a cette transformée. Donc, je mets les acronymes ici. Là. Partout dans la littérature, ils appellent ça le BWT pour Burrows-Wheeler Transform. Donc, l'idée, c'est de commencer par, bon, on va dire soit une séquence, on va dire T à stocker. OK. Ce qu'on va faire, c'est traiter T comme un mot circulaire. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelque part au début de la session, je vous ai parlé des chaînes de caractères circulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de commencement bien défini. Et donc, on peut parcourir en rond. Eh bien, dans cette transformée, on traite temporairement notre chaîne T comme un mot circulaire. Et ce qu'on appelle un... Ah non, ok. Donc, un mot possible dans une... Quand on traite T comme une chaîne circulaire, on a n points de départ possibles. Donc, n est égal à la taille de T. Et on a n mots possibles dans une chaîne circulaire de taille n. Et un des mots possibles, c'est ce qu'on appelle une rotation. Donc, un mot possible, c'est une rotation. Okay, c'est juste le nom qu'on donne. Donc, si je dis par exemple, je sais pas, là, un exemple bien simple, si T est égal à A, B, C, D, la version circulaire de ça, c'est juste A, B, C, D. Et il y a 4 mots possibles. A, B, C,
D, B, C, D, A, C, D, A, B. J'espère que je ne me trompe pas, sinon vous allez me le dire, n'est-ce pas? Donc voilà les mots possibles. Donc ça c'est ce qu'on appelle les 4 rotations possibles de A, B, C, D. Okay, donc l'intuition de rotation vient de la circularité de notre représentation de la chaîne de caractères. Donc ce qu'on va faire dans cette transformée, c'est on va juste prendre toutes les rotations possibles, les n rotations possibles de taille n, et on va trier les rotations. Et là, l'exemple canonique que je vais prendre pour la transformer, ce ne sera pas de l'ADN. Je vais prendre le classique banane. On aime beaucoup banane, nous les gens qui travaillons sur les chaînes de caractères. Banana ou banane? Banana, ça va être plus simple. Avec le caractère de terminaison qui est super important dans cette transformée. On aime bien banana parce qu'il y a de la répétition. Donc, vous savez que banana a combien de rotations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 rotations et je voudrais les trier, sachant que signe de dollar est plus petit que tout caractère. Okay. Donc la première rotation, c'est sûr qu'elle va commencer par un signe de dollar et le reste. Donc banana. La deuxième rotation, elle devrait commencer par un A, mais laquelle je prends? Je vais prendre celle qui est plus proche du signe de dollar. Okay, parce que A suivi de signe de dollar, c'est plus petit que tout le reste. Et B, A, N, A, N. La prochaine rotation, ça devrait être celle-ci, je crois. A, N, A, signe de dollar, B, A, N. La prochaine rotation, c'est celle qui commence par ce A, anana, dollar B. Ensuite, lexicographiquement, la prochaine rotation, c'est celle qui commence par un B. Donc ici, on a notre mot original. Banana, signe de dollar. Ensuite, on entre dans les N. J'aurai N, A, dollar, B, A, N, A. Et puis celle-ci, finalement, N, A, signe de dollar, B, A. Je devrais en avoir 7. J'en ai 7. Je pense pas qu'il y a d'erreur. Et puis, bon, à partir de là, c'est assez simple. Là. Ce qu'ils appellent... Non, pourquoi? C'est parce que je suis gaucher, j'arrête pas d'accrocher la section gauche qui me mène à ça. Ok, donc ce qu'ils appellent la transformée de T, c'est juste la dernière colonne de cette... on peut appeler ça une matrice, qui est la matrice des rotations triées. Donc, dans notre exemple, le BWT de banana, signe de dollar, c'est les caractères de la dernière colonne dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Okay, donc A, N, N, B, dollar, A, A. OK. Bon, pourquoi ça c'est intéressant? Bien, ça ne paraît pas comme ça, mais on peut effectuer des fonctions de recherche juste avec ça. En fait, cette transformée, elle est réversible. Peut-être que je donnerai ça en exercice, mais si vous avez la transformée ANN B $AA, il y a une façon de reconstruire la chaîne originale. Donc, à chaque mot correspond une transformée unique. Ce qui est assez remarquable. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est unique. En fait, ça a été inventé initialement pour faire de la compression de chaînes de caractères. Okay, parce que avec ça, on se retrouve avec des séquences plus facilement compressibles. Il y a toutes sortes de propriétés démontrables là-dessus. Encore là, je ne m'attarde pas. Je vais présenter une version simplifiée de comment on travaille avec une transformée de Burrows-Wheeler. Notre problème, c'est toujours de trouver toutes les occurrences d'un certain mot. Okay. Et pour ça, on va utiliser ce que moi j'appelle la transformée étendue, qui est juste la première colonne. Okay, je ne crois pas que on peut reconstruire le mot à partir de la première colonne uniquement. Je dénote ça par BWTE.
BANA, signe de dollar. C'est tout simplement les mots dans l'ordre, les caractères qui apparaissent dans l'ordre lexicographique. En fait, je suis assez convaincu que c'est impossible de reconstruire la chaîne originale à partir de cette BWT étendue. Ok. En fait, l'étendue, c'est la combinaison de la première et de la dernière colonne. Parce qu'une fois qu'on a ça, c'est les deux seules colonnes qui vont nous être utiles pour trouver les occurrences d'un mot. Bon. Donc, je vais les redessiner ici. Ok, donc, banana, la première colonne qu'on aura, ce sera... Je vais même grossir un peu pour me laisser de la place. Ce sera... Bon, ça, c'est la colonne 1. On a signe de dollar... signe de dollar A, B, N, N. Et la dernière colonne, je vais appeler ça décolle, A, N, N, B, dollar, A. Et tout ce qu'il y a au milieu, ça va pas m'importer. Vraiment, c'est ce qu'on stockerait. Concrètement, on stockerait juste la dernière colonne. Je suppose qu'on a stocké la première colonne, ça va nous simplifier la vie et ça va me simplifier la vie quand je vais tenter d'expliquer comment on trouve toutes les occurrences d'un mot là-dedans. Ok. Donc, j'ai une autre chose à présenter. Je vais donner un rang. Le rang d'un caractère. C'est le nombre d'occurrences du caractère avant dans la première colonne. Okay, c'est très informellement défini. Mais ce que je veux dire par là, c'est que signe de dollar, si je veux lui... Incroyable. Signe de dollar, si je veux lui affecter un rang, son rang, ça va être 0. Okay? Parce que c'est le premier signe de dollar qui apparaît. En lisant de haut en bas, là, ce A, c'est le premier qui apparaît, donc il n'y en a aucun précédent, donc son rang est 0. Par contre, ce A, son rang est de 1, ce A, son rang est de 2, ce B, son rang est de 0, ce N, son rang est de 0, ce N, son rang est de 1. Donc ça me permet d'attribuer un identifiant unique à chaque caractère. Et là, je note que le A0, c'est pas le premier A qui apparaît dans banane. Le A1, c'est pas le deuxième A qui apparaît dans banane. Ce rang est déterminé par l'ordre d'apparition dans la première colonne, qui a priori n'a rien à voir avec l'ordre d'apparition dans le mot original. Okay. Si je retourne sur la version complète, là, ça c'est A0, A1, A2, B0, N0, N1. Et ça, en fait, c'est le dernier N de banana. Et ça, c'est l'avant-dernier N de banana. Ça, c'est l'avant-avant-dernier... j'ai dit N, hein. Ça, c'est l'avant-dernier A de banana. Ça, c'est l'avant-avant-dernier A de banana. Bon, ça, c'est le seul B. Et ça, c'est le dernier N de banana, je crois. Ça, c'est l'avant-dernier N de banana. C'est pas toujours bien comme ça. Ça peut être permuté, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le rang n'indique pas la position dans le mot original. Je vais rester sur cet écran quelques secondes. Maintenant, chaque caractère a été affecté par un identifiant unique. Maintenant, ça c'est A0, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est B0, ça c'est N0, ça c'est N1, ça c'est $0. Et maintenant, je vais me demander, dans la dernière colonne, comment est-ce que les rangs apparaissent. Je sais quel A correspond à quel A identifié. Donc, je sais que ce dernier A, en fait, c'est A0. Ce N, c'est ce N ici. Ça, c'est N0. Ça, c'est N1. Ça, c'est B0. Ça, c'est $0. Ce A-là, c'est BANA. C'est lui. C'est A1 et c'est A2. Okay. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé le rang pour donner un identifiant unique et j'ai utilisé ces identifiants uniques pour identifier les caractères de la dernière colonne. Ok, donc si je redessine ça, je vais pas m'en rappeler par cœur. Je sais que A0 est ici, j'ai N0, j'ai N1, j'ai B0, $0, A1, A2. En fait, ce qui se passe, c'est
le rang par caractère est préservé dans la dernière colonne, dans ce que j'appelle décolle. OK. C'est-à-dire, si j'attribue les identifiants de la façon que j'ai faite, les A vont apparaître dans le même ordre qu'ils apparaissent dans la première colonne et la dernière colonne. Okay, c'est une des jolies propriétés de cette transformée. Et c'est aussi pour ça que si on a la dernière colonne, on a aussi la première colonne. En fait, la première colonne est assez facile à obtenir. Il faut juste compter le nombre d'occurrences de chaque caractère individuel. Mais vraiment, cette préservation de rang de caractère est fondamentale dans cette transformée. Ok, donc une fois qu'on a le rang, je vais tenter d'expliquer comment est-ce qu'on fait de la recherche de caractères dans une structure comme ça. Supposons qu'on cherche le mot P égale ANA. Okay. J'écrirai du pseudocode après. Pour l'instant, je veux juste essayer de communiquer une première intuition. C'est pas un algo qui est évident du premier coup. Je crois qu'il faut faire quelques exemples pour bien le saisir. Donc, je vous invite à le faire. C'est pas moi qui va le faire pour vous. Je vous donne un exemple et après, vous êtes responsable de votre apprentissage. Mais je veux au moins communiquer l'intuition. Donc, quand on cherche un caractère, une chaîne P comme ça dans une structure de données de transformée de Burrows-Wheeler, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par chercher le dernier caractère. Okay? Donc, on fait une recherche à l'envers. Et puis là, on se demande, c'est quoi les rangs possibles pour notre dernier caractère? Bon, là, c'est un A. Et les seuls rangs possibles, eh bien, c'est 0, 1, 2. OK? Donc, ça, c'est les possibilités pour notre dernier caractère. Ça va toujours être un intervalle. Okay? Puisque notre première colonne, elle est triée par caractère. Mais ça va nous donner l'intervalle des ID qui peuvent correspondre au dernier caractère dans une occurrence de P. Okay? Et ensuite, je vais me demander, OK, mais le N, quels sont ses rangs possibles pour le N? Alors là, il faut que j'aille interroger la dernière colonne. OK, parce que c'est à tous ces A-là, leur caractère précédent, c'est le caractère qu'il y a sur la dernière colonne. Okay, je vais peut-être revenir à l'exemple complet pour montrer ce que je veux dire. Donc, le caractère précédent de A0, ici, ben, c'est N0. N'est-ce pas? On le voit dans l'exemple ici. Le caractère précédent de A1, c'est N1. N'est-ce pas? Le caractère précédent de A2, c'est B0. N'est-ce pas? Donc, il y a cette correspondance entre première et dernière colonne. Et c'est pour ça que ici, j'ai identifié l'intervalle possible du dernier A de P. Et là, si je veux savoir c'est quoi les N possibles, eh bien, je vais aller voir la liste des caractères précédents de mes A possibles, qui est représentée par cette flèche. Et je vais trouver que les possibilités, c'est, pour précédent de A, c'est soit N0, N1. Okay, ici, ça adonne que c'est tous les N possibles, mais si j'avais d'autres N éparpillés un peu à travers le mot, si j'avais un N2 ici, puis un N3 ailleurs, eh bien là, ça viendrait refermer l'entonnoir un peu, si on veut, en me disant que, OK, parmi les N possibles qui peuvent correspondre à ce N de P, eh bien, il y a juste 0 et 1. Okay. Dans notre cas, c'est tous les N, mais ça pourrait restreindre notre espace de recherche. Ensuite, sachant que les N possibles, c'est N0 et N1, je vais aller voir l'intervalle de N0 et N1. OK, donc ça va aussi toujours être un intervalle. OK, puisque ici, le rang est maintenu. Ici, j'aurai un intervalle. J'aurai 0, peut-être N0, N1, N2, N3. Mais ça va être des rangs contigus, okay? Parce que l'ordre est préservé dans la colonne de droite. Okay, donc ça, c'est l'intervalle
des n, des possibilités pour n. Ok, donc je vais aller voir ici, je vais zigzaguer en fait. Donc ce même intervalle des n, je peux le retrouver dans la colonne, dans la première colonne, la colonne de gauche. Et là, j'ai identifié l'intervalle des n possibles pour ce n. Et je vais demander, c'est quoi l'intervalle possible pour ce a? Eh bien, ça, ces caractères doivent précéder les n possibles. Je sais où est-ce qu'ils sont, les caractères précédant les n possibles. Ils sont juste en face. Donc, c'est eux. Ça, c'est l'intervalle des a possibles. OK. Donc, là, ici, j'ai terminé. Je n'ai plus de caractères précédents à ce a. Donc, une fois que j'ai identifié l'intervalle des premiers caractères possibles, j'ai terminé. En fait, là, ce que je ferai, c'est un return de pose de A1 et de la pose de A2. OK, en fait, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont A1 et A2 a priori, parce que l'ordre peut être réarrangé. Donc, il me faut une façon de recouvrir la position de A1 et A2. Bon, souvent, il y a des façons de les retracer en temps linéaire. Sinon, il faut stocker des structures de données auxiliaires. Donc ça, je ne veux pas m'étendre là-dessus. On va juste supposer que c'est possible. En fait, vous pouvez passer un temps linéaire supplémentaire pour retrouver où est A1 et A2. Okay. Que je vous laisserai en exercice. Mais vraiment, l'idée, c'est cette notion de zigzag, où est-ce qu'on identifie un premier intervalle possible pour le dernier caractère, qui nous amène à un intervalle possible pour l'avant-dernier caractère, qui nous amène à un intervalle possible pour l'avant-avant-dernier caractère, et ainsi de suite. OK. Donc, si je veux écrire du pseudocode avec ça, je vais vous faire plein de suppositions. OK. Donc là, vous me direz, mais où est-ce qu'on économise la mémoire? Parce qu'il faut stocker toutes sortes d'informations connexes pour être capable d'exécuter ce genre de recherche-là en temps linéaire. Eh bien, je vous dirais, allez lire la littérature. Moi, je veux juste présenter la transformée, l'idée de l'algo de comment on fait ça. Mais une supposition qu'il faut faire, c'est qu'on est capable d'avoir une correspondance entre un caractère, un rang et une position dans le mot original. Okay, comme par exemple, dans ma valeur de retour, j'ai dit, OK, le A de rang 1 débute à une occurrence de ANA. Okay, c'est ça que ça veut dire quand je retourne A1. Donc, je voudrais être capable, pour savoir où est cette occurrence, je voudrais être capable de dire que le A de rang 1 correspond à la position, je ne sais plus c'est quoi. Le A de rang 1 correspond à la position 4. Ok, donc il me faut une structure de données qui est capable de faire ça. Donc, ouais, ça nous demande de stocker des entiers pour chaque position possible. Donc, on en revient à n log n, mais ça fait partie des détails dans lesquels je ne vais pas entrer, mais il y a moyen de comprimer ces identifiants pour ne pas avoir à absolument tout stocker. Soit ça ou ne rien stocker et, comme je l'ai dit, passer un temps linéaire pour rétablir cette correspondance juste avant le retour. Mais pour l'instant, moi, je vais juste supposer qu'on a cette correspondance. Je veux la position dans la première colonne. Okay, il faut que j'aie accès à la position dans la première colonne. Du caractère de rang K. Ok, donc, c'est-à-dire si je vous donne caractère rang, il faut être capable de savoir c'est quoi la position dans la première colonne. Ok, ça, ils appellent ça index of, je devrais dire d'un caractère de rang K.
Ils appellent ça index of sigma, où est-ce que sigma est un caractère, et k. Ok, donc par exemple, index of, on va dire A2, devrait me retourner dans cette situation 0, 1, 2, 3. Ok. Où est-ce que mes positions sont indicées à 0 ici? Puisque mes rangs sont indicés à 0. Ok. Donc, je suppose que j'ai un index of qui roule en temps constant. Pour ça, il faut stocker aussi des valeurs complémentaires. Et je vais supposer que j'ai accès au rang min et au rang max d'un caractère sigma dans un intervalle donné. On va dire I, J, comme ça. Ok, ça, on appelle ça rang min de sigma dans l'intervalle I, J. Ah, et cet intervalle fait référence à des positions de la dernière colonne. Ok, donc je vais donner un exemple. Mais ça, on appelle ça rang min de sigma dans IJ et rang min de sigma. Pourquoi j'écris rang min deux fois? C'est pas ça que je voulais rang max. Ok, donc je sais pas. Si je vous dis par exemple rang min de... Tiens, je fais ça parce que la première requête qu'on va faire va correspondre à cette flèche. Ok. Et ici, on veut rang min de n entre les positions. Je vais mettre ça ici. En fait, je vais effacer ça ici et je vais juste numéroter les positions. Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang min de n entre les positions 1, 2. Et ça, c'est le genre de requête que je ferais pour savoir que le rang min des n entre les positions 1 et 2, c'est 0, et le rang max, c'est 1. Ok, donc le rang min de n entre les positions 1 et 2, c'est 0. Et le rang max de n entre les positions 1 et 2, ce serait 1. Ok, parce que j'ai n0 et j'ai n1 ici. Ok, donc, je fais les suppositions que je suis capable d'implémenter toutes ces fonctionnalités en temps constant. Alors là, je ne vais pas raconter comment, mais je vais supposer que je l'ai. Bon. Et donc pour donner le pseudocode de la recherche, ce que je peux faire, c'est je ne veux pas réécrire tout ça, donc je vais le copier-coller. Si jamais j'y arrive, en tout cas. Donc, copier. Et puis, je vais coller ça ici. Donc, je vais me servir de ça comme exemple pour refaire exactement ce que j'ai fait, mais en version pseudocode. Donc, au début, ok, je cherche ANA. Donc, au début, bon, j'ai un algo qui s'appelle recherche P que je suppose a accès à la transformer et à tout ça. Au début, on va dire que la position courante, c'est la taille de P parce qu'on commence par la dernière position et le caractère courant, c'est P à la position courante. Et puis, je supposais que j'ai... Ah, Facebook, pourquoi non? Je supposais que j'ai accès à l'intervalle DF, D pour début, F pour fin, qui me dit c'est quoi l'intervalle des quarts dans la première colonne.
Donc ici, au début, on peut effacer tout ça là. C'est juste pour dire qu'au début, mon caractère c'est A parce que je commence par la fin. Et l'intervalle que je vais trouver, c'est celui-là ici. Et vous pouvez passer un temps linéaire s'il le faut. Vous pouvez utiliser ce que vous avez stocké pour trouver cet intervalle. Mais au début, on aurait les intervalles 1 à 3. OK, pour DF. OK, ensuite, on va y aller un caractère à la fois. Donc, tant que la position est plus grande que 0. Vous rappelez, les caractères sur mes chaînes de caractères sont indicées à 1, mais les positions dans ma transformée sont indicées à 0. Donc, faites juste vous en rappeler, c'est juste pour avoir plus de confusion. Donc, on va supposer que la position courante a déjà été traitée. On fait un pos moins moins. Le caractère courant vient de changer. Rien de trop spécial. Donc, comme dans notre exemple, on s'est rendu au n ici. Là. Et là, ce que je cherche, c'est cet intervalle ici. Là. Cet intervalle, je vais appeler ça IJ. C'est la raison pour laquelle je me suis défini rang-min. Okay, j'ai mon intervalle df ici et je vais trouver le plus petit intervalle des n là-dedans. Ce qui va m'être donné par rang-min et df. Et le j, ça va devenir le rang max dans cet intervalle. Faisons le web de la même façon. D'accord, donc il n'y a pas de parenthèse fermante ici. Ok. Donc ça serait mon i et mon j. Donc i serait égal à 0, j serait égal à 1. Il est aussi possible qu'il y ait d'autres choses entre les n. Ils ne sont pas obligés d'être contigus à droite. Il peut y avoir d'autres caractères. Ce qui doit être contigu, c'est la suite des rangs. Ok, donc dans cet exemple, ça donne que j'ai n0 puis n1 tout de suite après, mais c'est pas nécessaire. Ok, et mon prochain df maintenant. Ça va être, maintenant je veux parcourir cette flèche en diagonale ici pour savoir dans ma colonne droite où est-ce que ça se retrouve. Donc c'est là que j'ai besoin du index off. Si vous vous rappelez, index off, ça nous retourne la position dans la première colonne à gauche et non droite. La position dans la première colonne à gauche du caractère et du rang que j'ai identifié. Donc le D, ça devrait être la position du n qui a le rang 0, I, qui se trouve à être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et F, ça va être 6. Donc index off du plus haut rang possible de tous les n parmi les possibilités. Ok. Une fois que j'ai fait ça, ben c'est tout, ça va boucler. Donc prochain tour de boucle, ça va m'identifier i égale... Bon, la position va décrémenter, le prochain caractère sera a, et après ça va nous dire que le rang minimum des a et le rang maximum des a, ça va aller de 1 jusqu'à 2, et ça va nous renvoyer jusqu'à ici. Ok, donc notre prochain D, F vont se trouver ici. Donc 0, 1, 2, jusqu'à 3. Une fois qu'on est passé à travers cette boucle, le DF restant nous pointe sur notre intervalle le plus bas possible dans notre entonnoir et nous mène à tous les caractères rangs qui donnent lieu à une occurrence. Donc, on va dire pour K de D à F. Je sais pas moi, on va juste dire qu'on imprime une occurrence qui commence à la position. Comment j'ai appelé ça? Je sais pas. Correspondance print position qui correspond à l'occurrence. Les D et les F contiennent bon.
au km caractère de la première colonne. OK. Donc, voici le pseudocode. Il n'y a pas tous les détails. Ça ne dit pas comment on implémente Ramin, comment on implémente IndexOf. Tout ça, c'est faisable en stockant des données supplémentaires. Mais même en faisant ça, ça a été étudié et il paraît que ça consomme quand même moins d'espace que un tableau de suffixe. Donc, c'est ce qui est utilisé dans un logiciel qui s'appelle Bowtie, qui est super populaire aussi pour faire du read mapping. Okay. Ça supporte 1, 2 ou 3 erreurs, Bowtie, à ma connaissance, à moins qu'il l'ait mis à jour, parce que là, on peut quand même faire de la recherche avec des erreurs, quelques erreurs, avec cette transformée. Ça devient un peu compliqué. Donc, je n'ose pas entrer là-dedans pour le cours. Si ça vous intéresse, vous lirez. Mais voilà, cette transformée est largement utilisée par Bowtie, qui est un des articles hautement cités en bioinformatique. Je crois qu'ils sont dans les 15 000 citations, donc super populaire. Donc voilà. Petit point à mentionner, c'est que si on a le tableau des suffixes, on peut obtenir la transformée, disons de T, en temps grand O de N. Bon, vous me direz, si le but c'est d'éviter de passer par les tableaux de suffixes, parce que ça prend trop de mémoire, pourquoi les utiliser pour la construction? Ça va prendre autant de mémoire. Je vous dirais que c'est juste pour vous dire qu'il existe une façon de construire ces transformés en temps linéaire. Il y a des versions qui prennent moins de mémoire. Mais ça, bon, je n'en discute pas non plus. Donc, tout ce que je veux indiquer ici, c'est que la transformée de Burrows-Wheeler, on peut l'obtenir obtenable, si c'est un mot, en temps linéaire. D'accord. L'intuition derrière ça, c'est simple. Vous savez que les tableaux de suffixes, ils trient les suffixes en ordre lexicographique croissant. Donc, si vous suivez les suffixes dans l'ordre dans un tableau de suffixes, vous avez déjà la première colonne. Puis pour obtenir la dernière colonne, faut juste faire un petit peu plus de travail. En fait, la dernière colonne, vous l'obtenez en prenant les caractères donnés par votre tableau de suffixe, en prenant le caractère précédent. Okay, vous savez que si vous prenez un suffixe qui commence par un A et que vous faites la rotation, eh bien le dernier caractère, ça va être le caractère précédent à ce A. Okay, donc si vous avez le tableau de suffixe, vous avez la transformer assez aisément. Ok, autre chose à mentionner, c'est que ce type de recherche, ça ne supporte pas, et je termine avec ça, donc probablement que ça aurait pris moins que 3 heures au total, tout ça, un peu moins, vous avez de la chance. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne supporte pas l'épissage, juste l'épissage. Okay, vous vous rappelez peut-être que, surtout chez les eucaryotes, parfois vous avez de l'ADN et cet ADN est promu en ARN messager, mais que pendant cette transition, en fait, il y a cette flèche est mauvaise indicatrice parce que pendant cette transformation, il n'y a que les exons qui sont conservés. Ok, donc vous aurez ces deux parties et les introns sont coupés, retirés, épicés. Ok, mais ça fait en sorte que si vous avez eu de l'épissage alternatif ou juste de l'épissage qui s'est passé et que vous essayez de mapper un read, il est possible, par malchance, que une moitié ou un quart, une proportion du read aille
dans un exon et l'autre aille dans un autre exon. Okay. Donc, c'est pas à l'échelle. Ça arrive quand vous faites du séquençage d'ARN avec des techniques RNA-seq. Donc, vous vous retrouvez avec cette situation et là, vous n'avez pas un match exact. Il faut que vous utilisiez des méthodes qui vous permettent de couper votre read en deux, on suppose en deux, lors de cette étape de mapping. Donc, si c'est les logiciels qui vous intéressent, Bowtie ne fait pas ça. Et c'était la grande innovation de ce logiciel que j'ai mentionné, là, qui utilise les tableaux de suffixes. Eux sont capables de faire ça. Okay, l'idée, c'est qu'ils essaient plusieurs mappings de plusieurs sous-chaînes des reads au cas où il y aurait ce genre de situation qui se produit. Ok, mais encore là, je ne vais pas entrer dans les détails. J'aimerais bien que quelqu'un prenne l'article de Star et le présente éventuellement dans le cadre du cours. Mais pour l'instant, je m'arrête ici avec ce qui est séquençage. J'estime que ça couvre assez bien l'univers du séquençage. Comme je l'ai dit plus tôt, pour que vous ayez les bases nécessaires, si ça vous tente d'approfondir ça. Donc oui, pour finir, je viens de mentionner les lectures d'articles. Donc moi, je suis en train de compiler une liste d'articles à suggérer. Je devrais mettre ça en ligne d'ici 3-4 jours. Donc vous allez être appelé à choisir un article que vous présenterez. Je vous invite à prendre Star. Je suis intéressé à savoir comment il fonctionne plus profondément. Mais c'est ça, vous devrez choisir et moi je vais aussi trouver une façon de vous demander vos disponibilités en dehors du cours pour venir présenter. Comme je l'ai mentionné, je vais vous prendre par petits groupes. Je vais vous demander 1 heure, 1 heure et demie pour assister à des présentations dans des petits groupes et présenter votre article. C'est moi qui va se taper tout le travail d'être présent à l'extérieur des cours pendant plein d'heures. Ça c'est mon problème. Donc oui, je vais vous demander tout ça. Donc vous commencerez à regarder quel article vous intéresse. Je suis aussi très 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 ouvert à vos suggestions d'articles si vous en avez. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en personne bientôt. Sinon, bien à la prochaine. Salut.